Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au CUM et je souhaite la bienvenue à nos deux invités, Éric Nolot et Nicolas Galup, qui est rédacteur en chef de BFM Nice-Côte d'Azur et qui a très gentiment accepté de venir aujourd'hui animer cette rencontre. C'est un grand professionnel, nous sommes vraiment ravis qu'il soit là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau numéro du cycle édition spéciale. Et assez exceptionnellement, donc Éric Nolot n'est pas avec un invité, mais il vient présenter son nouveau livre pour nous parler de l'époque, en fait. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je leur laisse la parole. Je vous remercie beaucoup d'être là, je leur souhaite encore une fois la bienvenue et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci Eric. On va donc parler pendant une petite heure de ce livre, La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. Alors on va pas parler que de Jean-Luc Mélenchon. On va parler de l'époque. Déjà, vous avez vu, ça fait réagir, rien que le titre. Avant qu'on rentre dans le détail de ce livre qui décortique le parcours récent et moins récent de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de l'époque, finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce livre, ce qui vous a donné envie de l'écrire, et pourquoi vous direz que ce n'est pas un règlement de compte personnel? D'accord. Bonjour à tous, heureux d'être de nouveau parmi vous. Je voudrais saluer le fair play de Nicolas, qui représente ici BFM, et moi, vous savez, plutôt CNews. Et il a accepté de m'interviewer, bien que ma chaîne soit en train de gagner la guerre des audiences contre la sienne. Oui. Donc, je trouve qu'il ne manque pas de fair play. Et je voudrais le souligner d'emblée. Ensuite, en effet, il y a eu un élément déclencheur pour ce livre. Alors d'abord un climat d'ensemble, et puis surtout, je crois qu'il faut prendre au sérieux le sous-titre du livre, Grandeur et déchéance du camarade Mélenchon, parce qu'il y a eu une époque pas si lointaine où M. Mélenchon a été grand. Je veux dire dans le sens de... Oui, il y a déjà des protestations dans la salle, mais je développe. Ça a été un moment, en tout cas, un républicain très digne. Et j'étais aux premières loges pour en juger, puisque il y a une quinzaine d'années, j'étais chroniqueur à On n'est pas couché, et nous recevions M. Mélenchon. Et ce jour-là, il avait tenu un discours... républicain pur et dur, et j'insiste là sur l'adjectif dur parce que à cette époque, d'aucuns lui reprochaient son intransigeance. Il avait tenu ce soir-là des propos notamment sur l'islamisme presque brutaux, en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de voile, c'est un vêtement obscène, il n'y aurait qu'une femme voilée en France, ce serait déjà trop. Et on disait de lui non pas qu'il était laïque, mais laïcard. Vous voyez, laïcard, c'est un adjectif péjoratif. On trouvait qu'il allait un peu loin, qu'il était un peu intransigeant dans ses postures républicaines. Donc nous l'avons interviewé, et quelques temps plus tard, j'ai vu la métamorphose de ce même Jean-Luc Mélenchon qui est passé de républicain intransigeant à complice objectif de l'islamo-gauchisme. Donc cette métamorphose m'a interrogé, m'a perturbé. J'ai compris que ce n'était pas seulement la dérive d'un homme, c'était la dérive d'un camp, la dérive de la gauche, enfin de la gauche anciennement républicaine, et qui tournait le dos à tous ces principes, qui trahissait tous ces idéaux, tout ce pourquoi nous nous étions battus pendant des années. Et puis, il y a eu vraiment un moment de basculement. C'est que quelques mois après la déroute de la France insoumise aux européennes, donc les dernières élections européennes, M. Mélenchon a eu, et ses amis, ont décidé de manière extrêmement cynique qu'il fallait aller chercher un nouvel électorat. C'est un électorat, pour dire les choses très clairement, un électorat islamiste. Et le premier pas vers ce nouvel électorat, ça a été de participer à la fameuse marche contre l'islamophobie, en compagnie de toute la fine fleur de l'islamisme français, des imams intégristes, des gens dont l'antisémitisme n'était plus approuvé. Et là, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser de près au cas Mélenchon. Et un jour, j'ai décidé qu'il fallait absolument
au moins pas seulement me contenter de me battre contre ces idées dans les émissions de télévision, mais en faire peut-être un ouvrage sur un mode offensif. Mon livre est un pamphlet, mais si vous me permettez une contradiction dans les termes, un pamphlet objectif. Je rappelle pas mal de faits, de déclarations, et je crois que maintenant la priorité, le danger numéro 1 dans la France aujourd'hui, c'est la France insoumise et ses complicités avec l'islamo-gauchisme. Non seulement cet homme a trahi tous les idéaux de la gauche, mais désormais, il a fait de l'antisémitisme l'outil principal de conquête du pouvoir. Il me semble qu'à partir de ce constat, eh bien, ça vaut bien la peine de lui consacrer un livre et surtout de le combattre avec toutes mes forces. Voilà. Donc, à la fois un long cheminement et puis ce déclic de la marche contre l'islamophobie. Après, malheureusement, ce qui s'est passé par la suite a confirmé mes pires craintes. Ce dont je me félicite comme auteur, mais ce dont je me désole en tant que citoyen. Je crois que les derniers qui n'avaient pas compris, en voyant que la tête de liste, non pas officielle, mais officieuse de la France insoumise pour les européennes, c'est Rima Hassan, c'est-à-dire une activiste pro-palestinienne qui a pour slogan la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire qu'elle milite en fait pour la disparition d'Israël. Je pense que les derniers qui se berçaient d'illusions ont donc compris de quoi ils retournent, de quoi la France insoumise est le nom de l'antisémitisme le plus décontracté et d'un triple projet de destruction de notre République, de notre pays et de notre civilisation. Ça me semble 3 raisons suffisantes pour se battre. Vous écrivez très rapidement dans le livre que Jean-Luc Mélenchon suit les consignes, ou en tout cas les recommandations de Terra Nova, qui lui conseille tout simplement de devenir clientéliste. Vous pouvez nous expliquer ce point, parce qu'il opère sa conversion, selon vous, juste à ce moment-là, en fait, où on lui dit qu'il faut laisser tomber les questions sociales, les ouvriers votent Rassemblement National, en gros, et il faut aller vers un électorat qui va trancher sur des questions sociétales et donc sur l'islamisme. De même qu'on lui conseille d'aller sur les questions d'identité, de transidentité, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une contradiction, parce que c'est 2 univers qui n'ont pas du tout la même façon de penser? Comment il peut allier... C'est-à-dire qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise traduisent dans les faits la théorie du cercle de réflexion socialiste Terra Nova. En 2011, Terra Nova publie une note en disant... il faut changer d'électorat. Alors là, c'est vraiment la thèse du grand remplacement, mais pas dans son acception polémique, mais vraiment, il demande, c'est une note très détaillée d'une dizaine de pages, il demande à ce qu'on procède à un grand remplacement électoral. Parce qu'il constate que le peuple vote mal, c'est-à-dire qu'il vote pour le Front National à l'époque. Donc, laissons-le, c'est un peuple rétrograde, un peuple arriéré, laissons-les avec leur arriération et tournons-nous vers un nouvel électorat composé, en effet, des populations issues de l'immigration et des franges les plus progressistes. Voilà, donc on fait une alliance, on laisse tomber ce peuple, tant pis s'il vote à l'extrême droite, et on essaye de bâtir une nouvelle majorité. Alors en effet, d'ailleurs ça a été maintenant tout à fait théorisé par... les hautes autorités de la France insoumise. Monsieur Éric Coquerel a dit la dernière fois au présidentiel, il nous a manqué 400 000 voix pour arriver au second tour, ce qui est tout à fait exact. Nous savons où aller les chercher. Donc, où aller les chercher? Dans les banlieues islamisées. Donc, le programme est extrêmement clair. Là où ça devient un peu plus compliqué, un peu plus ardu, et même il y a une touche d'humour noir, c'est qu'en effet, ils essayent d'unir 2 électorats qui sont antagonistes. Il y a d'un côté l'électorat islamiste et de l'autre l'électorat wokiste. Ce qui relève de l'humour noir, selon moi, c'est que, en effet, non seulement c'est des publics antagonistes, mais en tout cas les islamistes ne rêvent que d'une chose, c'est d'égorger les wokistes. C'est l'horreur pour eux, tout ce qu'ils représentent. Vous voyez, pour un islamiste, LGBT, déjà LG c'est un problème, mais alors si vous allez à BT++, là pour eux c'est l'horreur absolue. Donc pour le moment, il y a cette alliance contre nature qui marche tant bien que mal, qui claudique. Un jour ou l'autre, bien sûr, ça commence déjà à craquer un petit peu, il commence à y avoir des problèmes de compatibilité, mais pour le moment, cette alliance contre nature tient tant bien que mal.
sachant que les wokistes font un pari historique qui n'a pas marché, par exemple, dans le cas de l'Iran. Dans l'Iran du Shah, les communistes se disaient on va se servir des islamistes pour renverser le Shah, le pouvoir, et c'est nous qui allons tirer les marrons du feu, nous qui arriverons au pouvoir. C'est pas ce qui s'est passé. Non seulement ils ne sont pas arrivés au pouvoir, mais ils ont été exterminés par les mollahs iraniens. Donc les wokistes se bercent d'illusions. C'est un peu, si vous voulez, la situation qui est dans les vieux films burlesques. Vous voyez quelqu'un marcher dans la rue, il y a une bouche d'égout qui est ouverte devant lui, tout le monde voit qu'il va tomber dans la bouche d'égout, sauf la personne en question. Donc c'est une situation comique, mais là on est plus dans le tragicomique. C'est des gens qui pactisent, en fait, je parle des wokistes, des progressistes, qui pactisent avec leurs ennemis jurés. Qu'ils essayent d'aller faire une gay pride à Gaza, par exemple, ils vont voir qu'il y a une incompatibilité totale entre les gens qui sont à Gaza et ceux qui défilent à Paris ou à Nice le jour de la gay pride. Voilà. Les uns rêvent d'égorger les autres. Pour l'instant, ils vivent sur cette illusion. Les premiers craquements se sont fait entendre, et bien sûr que ça se terminera mal. Et on sait pour qui. Voilà. Donc, pour vous, quand LFI se défend d'être pro-islamiste, mais dit on défend les musulmans, l'islam, c'est faux. Évidemment que c'est faux. D'ailleurs, s'il voulait vraiment défendre les musulmans, il commencerait par les défendre contre l'islamisme. Et vous faites bien la différence, c'est important de le rappeler. Or, on sait bien que la première cible des exactions islamistes, la première cible de la volonté de contrôle des islamistes, ce sont les musulmans qui, par exemple, moi j'ai des amis musulmans, un ami musulman qui me dit, c'est un exemple symbolique parmi d'autres, hein, qui l'autre jour poste une photo, vous savez ça se fait beaucoup, on photographie ce qu'on mange au restaurant. Bien tout de suite, certaines de ces relations musulmanes lui ont demandé si c'était halal. Immédiatement, il y a une volonté de contrôle. Pendant le ramadan, moi j'habite dans un quartier à Paris, Belleville, Couronne, où très mélangé, il y a une très importante communauté juive, une très importante communauté musulmane. Pendant le ramadan, il ne fait pas bon pour certains musulmans être dans la rue au mauvais moment, boire une bouteille d'eau quand ils se promènent. Et il y a une volonté de contrôle. Donc ce que raconte la France Insoumise, c'est absolument une blague. S'ils voulaient vraiment défendre les musulmans, il serait jour et nuit en train de prendre la défense des femmes iraniennes, qui sont musulmanes, si je ne me trompe pas, et qui sont persécutées, emprisonnées, violées, pour le simple fait qu'elles ne veulent pas porter le voile. Ce sont des musulmanes. Ils devraient défendre ces musulmanes. Or, ils ne les défendent pas. Donc tout ça, écoutez, c'est vraiment un marché de dupes. En réalité, la France Insoumise a fait alliance avec les islamistes, et notamment les islamistes français. Dès qu'il y a non sans mal d'ailleurs, dès qu'on arrive à expulser un des imams intégristes, qui vient à sa rescousse, qui vient à sa défense? La France Insoumise, en disant on n'a pas respecté les règles, mais comment, mais ceci, mais cela. Quel discours tiennent ces imams intégristes, M. Iqiyoussen et les autres? Ils montent en chair et ils vous expliquent que la place d'une femme est à la cuisine, que la place d'une femme, enfin qu'une femme ne peut pas se promener dans la rue sans son mari. Enfin, ils tiennent des propos totalement antagonistes avec, par exemple, le féminisme qui est représenté par une autre fraction de l'électorat de la France Insoumise. Donc en fait, ils sont pétris de contradictions. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qui les intéresse, c'est la pêche aux voix. C'est ce cynisme électoral poussé jusqu'au bout. Pour l'instant, les contradictions ne sont pas trop criantes. Enfin, si, elles sont criantes, mais elles ne sont pas encore entrées dans les faits. Mais quiconque se penche un peu sur le dossier, comme je l'ai fait, mais je pense que ce n'est pas la peine d'écrire un livre, chacun pourra le constater en observant l'actualité. Ils se prétendent les défenseurs des musulmans, ils sont les complices de leurs bourreaux, ils se prétendent féministes, or ils soutiennent les bourreaux des féministes en Iran. Je peux continuer la liste ad libitum. Alors, une question assez simple. Vous dites au début de votre livre que vous êtes sur le quai de la gauche et que vous voyez partir le train
mélenchoniste et que vous, avec vos camarades de la gauche traditionnelle, laïque, etc., vous restez à quai. Vous avez déjà répondu maintes fois, mais vous considérez encore comme quelqu'un de gauche ? D'abord, je reviens sur l'image que vous avez utilisée. Je pense que chacun a fait cette expérience. Vous avez pris place à bord du train, votre voyage va commencer et vous avez l'impression que votre wagon bouge. Or, c'est le train d'à côté qui est parti. Vous avez cette illusion que c'est le vôtre. Moi, c'est ce que j'ai eu cette impression. C'est-à-dire, moi, je suis resté fidèle à mes principes de toujours, depuis que je suis adolescent. D'ailleurs, je suis fidèle à une certaine gauche, à une gauche laïque, républicaine, sociale, antitotalitaire. Et j'ai vu partir ce wagon avec une autre gauche qui a foulé aux pieds tout ce que je viens de dire, en réalité. Monsieur Mélenchon a troqué la laïcité contre l'islamisme. Il a troqué la République et l'universalisme contre le communautarisme. Il a foulé aux pieds tout ce en quoi il croyait. Et d'ailleurs, on peut même, dans un sujet qui va un peu nous éloigner de notre propos, mais pour vous dire à quel point cet homme tourne sa veste et tourne le dos à ce qu'il fut, retrouver, c'est assez facile sur Internet, ce qu'il disait au moment de Maastricht. Il fallait voter pour Maastricht. Il disait « Quiconque ne vote pas pour Maastricht ne comprend rien au sens de l'histoire ». Et là, aux dernières nouvelles, il voulait un Frexit quitter... Donc vous voyez que sur tous les sujets... moi, je me considère comme fidèle, comme resté fidèle à cette gauche qui est en effet très minoritaire. Mais ce qui me donne espoir, et ne croyez pas que je me compare à tous ces grands noms, mais j'observe qu'à travers l'histoire, tous les gens qui se sont réclamés d'une gauche authentique ont été insultés, diffamés par cette autre gauche égarée. L'exemple le plus célèbre, c'est un exemple français, en plus c'est Albert Camus, qui était traité d'homme d'extrême droite. Orwell était carrément traité pour un fasciste, comme fasciste, pour avoir dénoncé le totalitarisme soviétique. Simon Less, la même chose quand il a dénoncé le maoïsme. Et j'observe qu'à chaque fois, ce sont ces dissidents, ce sont ces représentants de la gauche authentique qui ont fini par l'emporter. Voilà, l'Union soviétique n'existe plus et Orwell est édité en Pléiade. Et vous considérez que vous êtes encore dissident ? J'ai un peu l'impression que c'est en train de s'inverser parce qu'on voit bien les sondages, on voit bien les résultats électoraux aussi, on voit bien que dans l'alliance à l'Assemblée, ça se délite. Il y a des voix à gauche, y compris au sein de LFI, avec François Ruffin, Clémentine Autain, vous en parlez, qui sont purgés, c'est vos termes. On y reviendra là-dessus, sur l'aspect totalitaire aussi du fonctionnement de LFI, où personne n'est élu et où finalement Jean-Luc Mélenchon est le leader Massimo, enfin minimo, comme vous l'écrivez. Je vous posais cette question sur votre appartenance à la gauche, parce que je trouve votre livre très cohérent, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. Il y a des choses sur lesquelles, moi, mon analyse diverge, mais elle est bien moins pointue que la vôtre. Il y a un point où vous m'avez surpris, c'est sur Mélenchon en terrain glissant. Vous parlez de la théorie d'Édouard Glissant sur la créolisation, qui me paraissait, moi, un thème de gauche, sur le mélange des cultures, sur finalement, oui, ce multiculturalisme qui est quand même une valeur que la gauche porte. Or, vous allez sur un terrain qui est du respect de la tradition, de l'histoire, qui est un terrain tout à fait honorable et une vision qui se respecte tout à fait, mais j'ai l'impression que c'est le seul point sur lequel vous me surprenez à pas défendre ce thème-là du mélange des cultures. Moi, c'est votre surprise qui me surprend. Non, mais c'est une question. Bien sûr. Voilà. Et ce sera une réponse. D'abord, sur la créolisation, le grand concept d'Édouard Glissant. Moi, je m'y suis intéressé de près. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu une pareille foutaise intellectuelle. Je veux dire, c'est un concept tellement creux que c'en est irréel. Quelle est la conception, en quoi consiste la créolisation selon Édouard Glissant et les autres ? Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, qui cite Glissant et la créolisation dans ses discours, mais qui ne me paraît pas l'avoir lu, qui a dû lire une fiche, qui a dû lui faire une petite main, mais il ne me semble pas en avoir une connaissance très profonde. La théorie de la créolisation, telle que l'a définie Édouard Glissant, c'est qu'il y a deux civilisations qui rentrent en contact. Donc disons par exemple la civilisation française et une autre civilisation représentée par un certain nombre d'individus sur son sol, et qu'il en sort une synthèse tout à fait inattendue qu'on ne peut pas prévoir. Et bien moi je regrette,
Mais pour moi, la France, c'est pas une pochette surprise. C'est ce que vous dites. Oui, Vous moi, c'est pas utilisez une ce pochette terme. surprise. C'est pas une pochette surprise. C'est-à-dire, je n'attends pas de voir ce qui va sortir, en ne sachant pas à quoi m'attendre, de la mise en contact de plusieurs cultures. Je dis quelque chose qui me vaut d'être traité de fasciste. Enfin, j'ai appris ce matin que je n'étais plus un fasciste, mais carrément un nazi, donc c'est pas tous les jours que le CUM reçoit des nazis, donc j'espère que vous appréciez la circonstance historique, ça va rester quand même une rencontre pour l'histoire. J'estime que la France, et je pense que nous sommes nombreux à l'estimer, est un grand pays, est une grande culture, est une grande civilisation, et que ce sont aux nouveaux venus de s'adapter à cette civilisation et non pas l'inverse. Bon. Pour commencer. Mais ça vous êtes d'accord pour dire que dans la bouche d'un homme ou d'une femme de gauche, c'est assez rare. Ben, c'est un tort. J'utilise une métaphore dans le livre d'un appartement meublé. Les gens qui viennent s'installer en France ne s'installent pas dans un appartement témoin. Ils s'installent dans un appartement meublé. Il y a des meubles de tous les siècles qui sont là. Non seulement je voudrais qu'ils les respectent, et j'accepte tout à fait qu'ils installent leurs propres meubles, je demande juste qu'ils bazardent pas tous les meubles qu'ils ont trouvés à la poubelle, et que même, si possible, ils donnent un petit coup de chiffon de temps en temps pour dépoussiérer, parce qu'ils arrivent dans un grand pays, une grande culture, une grande civilisation qui s'appelle la France. Malheureusement, ça fait mal à une certaine gauche, puisque si vous dites grande culture, grande civilisation, grand pays, vous passez pour un type d'extrême droite. Ben, c'est dommage. C'est dommage d'avoir laissé à un certain courant ce vocabulaire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Et non seulement j'ai pas peur de le dire, mais il se trouve que non seulement la France est une immense civilisation, un immense pays, mais qui est un des pays les plus ouverts au reste du monde. Allez dans n'importe quelle librairie, regardez le nombre de livres traduits qui est à votre disposition. Faites la même expérience aux États-Unis. Vous allez chercher avec un microscope la littérature traduite. Ça ne les intéresse pas. Allez dans n'importe quel pays, vous ne verrez jamais des cinémas qui diffusent autant de films étrangers que la France, etc., etc. Non seulement nous sommes une immense culture, une immense civilisation, un immense pays, mais le pays le plus ouvert aux cultures étrangères. Moi, je veux que ça reste comme ça. Je ne suis pas pour une dissolution de notre identité dans la pochette surprise que nous proposent Édouard Glissant et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est un discours de droite? Est-ce que c'est un discours de gauche? Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Alors, un peu la même question, en y intégrant la notion de nuance. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le débat politique, c'est quand même ce qui fait notre représentation, on ne manque pas justement de nuance des deux côtés du spectre? C'est-à-dire que l'islamisme, la gauche, la droite, on est sur des concepts de la punchline, comme on dit. Est-ce que finalement, on n'hystérise pas un peu toute cette question et on ne crée pas finalement les conditions d'une opposition et d'une société fracturée? Et je dirais que Mélenchon n'est pas le seul responsable. Parce que dans le livre, vous l'accusez d'être clientéliste, d'avoir retourné sa veste, d'être une girouette. Mais sans faire du politique bashing, dans quel parti on ne pense pas à sa réélection et à l'électorat qu'on va flatter, etc., etc. À ceci près que là, il est question d'islamisme, de terrorisme et d'un passé récent en France qui effectivement en fait une question délicate. Mais finalement, il a le comportement d'un politique lambda. Non ? Je cherche quand même l'équivalent de pareil palinodie chez quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que je vais être contredit, hein, est-ce que quelqu'un, surtout en si peu de temps, est passé de noir à blanc de manière... Il y a des gens chez Macron, hein. Oui, mais il n'y a pas des gens chez Macron, par exemple, qui sont devenus staliniens, vous comprenez ? Moi, j'ai grandi avec des hommes politiques qui pouvaient évoluer, mais qui ne changeaient pas d'avis du tout au tout. J'ai connu Giscard d'Estaing, qui n'est pas devenu communiste. J'ai connu Georges Marchais, qui n'est pas devenu capitaliste. Ça ne les empêchait pas de faire à leur manière du clientélisme, de la politique. Ça, ce n'est pas la même chose. Moi, je demande à quel prix est-ce que le pouvoir doit se conquérir à n'importe quel prix, au prix de convictions que M. Mélenchon
à travers tous ces différents mandats, à exercer pendant 40 ans, et surtout au prix de la France. Est-ce que ça vaut la peine, pour arriver au pouvoir, de bazarder toute la France, du moins telle que nous l'aimons, telle que nous voulons qu'elle demeure? C'est ça mon problème. Sinon, s'il fait de la politique, tout à fait. Mais quand vous cessez, en tant qu'homme politique, de vous adresser à toute la France et que vous ne vous adressez plus qu'à une certaine partie de l'électorat, Mme Rima Hassan ne s'adresse pas à nous en réalité. Elle s'adresse à une certaine partie de l'électorat, à certaines banlieues et surtout à un certain électorat de cette banlieue. Donc, à mon avis, ça le met complètement à part. Sinon, vous avez raison sur l'histoire de la punchline. L'arrivée des réseaux sociaux n'a fait qu'aggraver cette tendance. En effet, il y a de moins en moins de débats et de plus en plus d'invectives. Après, moi, je veux bien faire preuve de nuance, mais vous savez, j'ai l'impression qu'en France, il est minuit moins une. J'espère qu'il n'est pas minuit une. J'espère qu'il est minuit moins une. Et que là, je pense qu'il est temps parfois de sortir de la nuance pour affirmer clairement ce que nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Donc mon livre n'est pas un livre de nuances, c'est un livre basé sur des faits, basé sur des déclarations. Tout est aisément vérifiable. D'ailleurs, si ça ne l'était pas, j'aurais été attaqué en justice par ces gens qui sont extrêmement... J'allais vous poser la question. Non, toujours pas. Enfin, c'est-à-dire que là, il n'y a rien qui en ressort. Oui, ok. Non, parce que c'est vrai que... Mais non, pourtant, ils sont assez procéduriers, assez chatouilleux. Après, vous pouvez vous demander aussi pourquoi M. Mélenchon refuse obstinément de débattre avec moi. Vous en parlez aussi. Oui, pourquoi M. Mélenchon pose pour seule condition de participer à une émission que je sois exclu du plateau. D'abord, ça prouve bien que c'est un grand démocrate, hein, si on avait besoin d'une preuve supplémentaire. Et qu'est-ce qu'il craint ? Qu'est-ce qu'il craint ? Si c'était faux, il pourrait le réfuter très facilement. Si c'était un homme politique comme les autres, moi j'ai débattu à peu près avec la terre entière à travers mes différentes émissions, si c'était un homme politique comme les autres, il viendrait débattre comme les autres. Il sait très bien, au fond de lui, même si je peux pas être à l'intérieur de sa tête, d'ailleurs j'y souhaite pas, hein, je pense que le séjour à l'intérieur de la tête de M. Mélenchon doit être assez éprouvant, mais est-ce qu'à force de répéter, par exemple, des discours antisémites, il ne le devient pas un peu lui-même ? C'est quelque chose que je n'arrive pas à trancher. Mais il sait très bien qu'il ne pourrait rien me répondre factuellement parce que tout ce que je dis est vrai et étayé. Donc, à mon avis, M. Mélenchon est un homme à part. C'est un homme politique qui, pour moi, a quitté le champ républicain depuis longtemps. Et c'est un homme, je vais même un peu hausser le ton, qui, depuis le 7 octobre, a même, pour moi, quitté le champ de l'humanité tout court. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, c'est mon rôle. Hein. Vous dites ça de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on vous reproche beaucoup aussi, et c'est une petite parenthèse, on va revenir sur le livre ensuite, c'est votre proximité avec Éric Zemmour, qui n'est pas de gauche, qui, pour le camp de Jean-Luc Mélenchon, est lui en dehors de l'arc républicain, dans les positions qu'il prend, notamment sur l'islam et pas forcément l'islamisme. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que vous comprenez que ça puisse troubler ? Est-ce que justement c'est pas lié à ma question de nuance ou sur le fait que finalement il faut débattre avec tout le monde et prendre aussi ce qu'il y a à prendre ? Est-ce que vous placez votre relation sur le terrain de l'amitié et pas de la politique ? Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce rapport que vous avez avec Éric Zemmour ? Parce que chaque photo que vous faites avec lui, vous prêtez le flanc aux critiques de la gauche. Oui, vous n'avez pas été sans remarquer que j'ai un côté sale gosse. Oui. Et ce qui ne relève pas du côté sale gosse, c'est que je n'ai pas honte de mes amitiés. Éric Zemmour est un de mes amis les plus proches. Et je pense que la réciproque est entièrement vraie. Après, vous me dites, c'est quand même curieux parce que, aux yeux de Mélenchon, c'est Zemmour qui, au contraire, a quitté l'arc républicain. Deux petites anecdotes rapides. Le jour de l'anniversaire des 50 ans d'Éric Zemmour, est-ce que vous savez sur qui je suis tombé dès que j'ai mis les pieds dans cette salle d'anniversaire ? Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon. Apparemment, Éric Zemmour faisait encore partie de l'arc républicain. Deuxième anecdote, beaucoup plus récente. Éric Zemmour venait d'annoncer son intention de concourir à la présidence de la République. J'étais chez Zemmour, on discutait de ça, comme on discutait souvent de ça. Est-ce que vous savez de qui, sous mes yeux, il a reçu un SMS d'encouragement ?
À votre avis? Jean-Luc Mélenchon. Bravo, vous êtes très fort. Vous êtes non seulement un avocat du diable extrêmement efficace, mais vous êtes très, très perspicace. Où il lui donnait des conseils, il le prenait sous son aile, il trouvait ça formidable. Donc écoutez... Ce qui est le cas aussi avec Patrick Buisson. Je l'apprends dans le livre. Oui, mais M. Mélenchon était conseillé par Patrick Buisson. Vous êtes l'avocat du diable. Pour beaucoup, Buisson, c'est le diable tout court. C'était parce que paix à son âme. Donc, quelle est la différence? C'est que moi, je n'ai pas deux visages, un visage privé et un visage public. Je dis en public et je pratique en privé l'amitié avec Zemmour. M. Mélenchon dit Zemmour, c'est le diable, et en privé, discute très amicalement avec lui, se rend à son anniversaire. On n'était pas 500, hein, on était un peu triés sur le volet. Ensuite, en effet, vous avez cité mes divergences avec Éric, qui dit islam égale islamisme. On en a d'autres qui ont défrayé la chronique. Je ne vais pas faire toute la liste. Vous savez, sur Pétain et les Juifs, je me suis exprimé très clairement à ce sujet. Et je lui ai dit évidemment en privé, sur Poutine, sur Trump. Je peux vous faire toute une liste. Mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous sommes d'accord sur l'essentiel, à savoir que le problème actuel de la France, c'est certes un problème social, c'est pas du tout à négliger, hein, évidemment. C'est un problème économique, ça non plus, c'est une question extrêmement importante, mais c'est avant tout un problème existentiel. Il en va de l'existence de la France. Et ça, vous avez parlé du problème social. Pour vous, l'échec de la politique sociale française depuis les rapatriements, après les différentes guerres, etc., n'est pas responsable de ce qu'on vit actuellement, de la fracture actuelle. Vous ne pensez pas que si on avait géré ce problème-là, un peu dans le monde idéal des bisounours, hein, où tout le monde trouve sa place, tout le monde réussit, etc., ce qui est complètement impossible en société, on est d'accord, mais n'est pas responsable de cet échec et de la situation... Mais bien sûr que la situation que nous vivons, c'est une crise sociale. Ce serait vraiment absurde de le nier. Je vous dis simplement qu'un individu ne peut pas être réduit à un consommateur ou à un salarié. Ce n'est pas parce que vous allez avoir des fins de mois moins difficiles que tout va être réglé. Il y a quelque chose qui s'appelle être français. Ça veut dire quoi, être français? Ça veut dire être l'héritier d'une culture, être l'héritier d'une civilisation, être l'héritier de personnes. Nous ne sommes pas des gens interchangeables. C'est-à-dire, vous disparaissez, c'est pas grave, vous êtes remplacé par quelqu'un d'autre dans la machine économique. L'homo economicus ne résume pas à lui seul le français. Il y a quelque chose... Dans le projet du wokisme et de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire les deux forces qu'essaye de fédérer M. Mélenchon, il y a la volonté de détruire notre civilisation. Écoutez, regardez à quoi il s'attaque. Il s'attaque notamment à la langue française, à travers l'écriture inclusive. Il s'attaque à la littérature. On fait réécrire les chefs-d'œuvre du passé à la lumière des exigences idéologiques du présent. D'ailleurs, la littérature, vous vous en servez aussi pour démontrer son appétence, selon vous, pour les voyous. Ah mais bien sûr, mais de toute façon ça alors là il faut dire une chose, c'est que c'est vos mots. Hein. Non mais la gauche a toujours eu un... Moi même je vais même plus loin. Hein. Je fais une psychanalyse un peu sauvage. Je m'étonne beaucoup de la fascination qu'exercent sur la gauche les figures masculines toxiques. Ça c'est très étrange. Ils sont vraiment fascinés, pour ne pas dire plus, par les figures masculines toxiques. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Alors, les figures masculines toxiques, parce que hors la loi. Je crois que je prends 4 exemples. Par exemple, les islamistes. Figure masculine toxique, pourquoi? Parce que l'islamiste vous explique que la loi de la République, il s'assoit dessus, lui, c'est la charia, c'est la loi d'Allah avant la loi de la République, et il tient des discours sur les femmes dont j'ai donné un échantillon tout à l'heure, c'est pas la peine que je développe. Ils sont également fascinés par les révolutionnaires. Un révolutionnaire, alors c'est quelqu'un qui dit la loi maintenant, elle est abolie, elle est remplacée par une nouvelle loi, la loi de la Révolution. Et c'est là où j'introduis une dimension psychanalytique. Je me demande s'il n'y a pas une forme d'homosexualité refoulée quand même chez une certaine gauche, parce que j'ai été très troublé par le trouble justement de Jean-Luc Mélenchon quand est apparue la figure d'Éric Drouet. Vous vous souvenez de ce gilet jaune qui était apparu? Alors pas longtemps, parce que chez les gilets jaunes, dès qu'il y en avait un qui passait la tête, on la lui coupait. Mais Mélenchon, il était tout ému, hein, tout troublé par l'apparition de ce beau garçon barbu,
bien baraqué, et puis en plus qui portait le même nom que le révolutionnaire qui avait arrêté Louis XVI à Varennes. Donc là, pour lui, il était au bord de l'orgasme multiple. En tout cas, il était dans la pamoison, quoi. Bon. Alors ensuite, en effet, il y a le voyou. Alors le voyou, ils aiment beaucoup. Ça a toujours été vraiment une constante de la gauche. Alors parfois pour des bonnes raisons. Par exemple, Villon, le poète Villon, c'était un assassin, Villon, mais un immense poète. Mais ils aiment bien les voyous. Regardez comment la gauche a défendu jusqu'au bout, jusqu'à l'absurde, Battisti, par exemple, qui était un terroriste, un tueur de sang-froid. Mais on l'a défendu jusqu'au bout. Donc il y a chez la gauche vraiment cette fascination pour la violence brute. Et chez Mélenchon, ça prend même une quatrième forme, c'est les caudillos sud-américains. Il aime beaucoup les gens qui sont arrivés au pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir par la force, par l'oppression de leur peuple, que ce soit Cuba, Venezuela, etc. Et même, il a eu des mots extrêmement aimables pour Vladimir Poutine, ce qui n'est quand même pas le parangon de la démocratie. Et dans son imaginaire politique, il utilise beaucoup des ficelles de Trump aussi. Donc ce sont des gens qui sont fascinés par la violence politique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que tout ce que fait Jean-Luc Mélenchon, tout ce que nous avons esquissé là, depuis le début de notre conversation, ne vise pas à proprement parler parvenir au pouvoir par les urnes, mais plutôt arriver au second tour contre Marine Le Pen, être battu par Marine Le Pen, je pense qu'il serait défait quand même assez largement, et pendant 5 ans pouvoir jouer le fascisme ne passera pas, si vous voulez, en remplaçant la conquête par les urnes par une logique insurrectionnelle. D'ailleurs, ils ont fait quelques répétitions générales dans ce genre-là. Donc c'est des gens qui vivent sur le souvenir un peu trafiqué de la révolution de 1789, de la Commune, des révolutions sud-américaines. Donc je pense que la logique ultime du mélenchonisme et de ses amis, c'est la guerre civile. Je pense que le stade ultime de la logique politique, ce serait un affrontement entre Français, entre d'une part les forces républicaines et de l'autre les gens de la France insoumise, les barbus, les petits voyous de banlieue qu'on a vu incendier bibliothèques et écoles lors des dernières émeutes. Et évidemment, personne ne souhaite ça. Avant de parler de la question d'Israël et de la Palestine, qui est une question délicate et qui mérite qu'on s'y arrête un petit moment, sur l'équipe autour de lui, Guiraud, Panot, Garrido. Vous dites donc que Mélenchon suit une recommandation de Terra Nova, donc en gros qu'il est conscient de ce qu'il fait, qu'il n'a pas basculé dans une forme d'adhésion, il ne s'est pas auto-convaincu. Qu'est-ce que vous pensez des autres autour ? Est-ce que ce sont des gens qui jouent le même plan cynique, selon vous, de suivre une logique électoraliste, ou est-ce qu'il y a des vrais convaincus de la cause ? Je vais vous donner un indice. Vous avez cité, alors ils ont été un peu écartés du premier cercle, enfin ils restent à la France Insoumise, Madame Garrido et Monsieur Corbière, qui ont dans leur salle à manger un portrait de Lénine. Moi, je trouve ça intéressant. Du point de vue de l'imaginaire politique, prendre chaque matin son petit déjeuner devant l'inventeur du goulag, ça répond à votre question. Il y a des gens convaincus, et puis il y a des cyniques. David Guiraud dans le Nord, l'inénarrable Émeric Caron à Paris, tiennent un discours électoral. Ils savent très bien que c'est la seule manière pour eux d'être élus. Alors avec plus ou moins de cynisme. Par exemple, M. Caron est élu dans un arrondissement assez populaire de Paris, mais il habite à Versailles. Si je mets ça dans un roman, on va me dire « Non mais vraiment, vous êtes dans la caricature, faites preuve d'un peu de subtilité. » Un député de la France Insoumise qui est élu dans le 18e arrondissement et qui a élu domicile à Versailles et qui scolarise sa fille aussi à Versailles Non, vraiment, vous exagérez. Non, c'est pas mon invention, c'est pas mon délire, c'est pas ma caricature, c'est simplement la réalité. Donc, il y a 50 nuances de cynisme. Il y a des gens convaincus. Je pense que Mathilde Panot est quelqu'un de convaincu, par exemple. Mais en fait, je vous dirais peu importe, parce que vous l'avez dit en passant, mais j'y reviens, c'est qu'il n'y a pas d'adhérents à la France Insoumise. Hein, donc il n'y a pas de vote interne. On va terminer avec ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que, en réalité, pendant que nous parlons, s'il y a une réunion entre les 4 personnes qui comptent vraiment, c'est-à-dire Bompard,
Mélenchon, Panot, et puis j'en oublie un. Chikirou, non Chikirou, bah oui, Chikirou. Oui, c'est un cas intéressant, Chikirou, d'ailleurs. Enfin bon, on aura peut-être Oui, elle le prend temps de aussi parler. un peu Oui. au passage. Oui, bah oui, c'est normal, hein, c'est normal. Si là, ils sont en train de se réunir et qu'à la fin de la réunion, ils décident que Jean-Luc Mélenchon sera le prochain candidat de la France Insoumise, eh bien, l'affaire est réglée. Puisqu'il y On aura pas... informe... Ah non, il n'y aura pas de vote. On les informe, oui, on dit... Voilà, on a votre... Bon, oui, on dira, il y aura un communiqué de presse. Alors après, vous me dites, il y a quand même des signes que ça va moins bien, il y a des gens qui se révoltent un peu, et vous m'avez cité Clémentine Autain et François Ruffin. Alors, c'est deux cas différents. Hein. C'est deux cas. Parce que pour moi, François Ruffin a quand même une ligne moins adhésive à la Mélenchonie que Clémentine Autain. Je sais pas ce que Oui, vous en alors, pensez. la révolte de... Sur la question de la laïcité, par exemple, quand le jour de la marche contre l'islamophobie, il dit « moi j'ai foot, j'y vais pas ». Par contre, il va à la marche contre l'antisémitisme alors que personne n'y est du côté de LFI. On voit bien... Oui, enfin, on voit bien deux choses. On voit bien que... Qu'il n'est pas tout à fait à l'aise. Après, Oui, qu'il applique ses principes quand il n'y a pas trop de conséquences. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec la ligne sur la laïcité, excusez-moi, dans un pays comme la France, la laïcité, ça fait partie vraiment de l'identité française. Si vous n'êtes pas d'accord sur un point aussi fondamental, bah vous quittez la France insoumise. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin pour se faire élire. Ensuite, la révolte de François Ruffin, elle a eu lieu. Elle a duré 1 minute. Il est arrivé à France Inter, il a été interviewé et il a fait cette déclaration d'une audace fracassante. Il a dit « Je ne pense pas que la transition de genre soit une priorité pour la gauche. » L'après-midi, maman Chikirou est arrivée. Elle a dit « Attention François, pampan cucu ». Le lendemain, il s'est excusé à la manière des autocritiques staliniennes en disant « Non mais je suis désolé de ce que j'ai dit, ça ne reflète pas la ligne du parti, c'est un dossier que je n'ai pas assez travaillé, mais je vous assure que c'est la déclaration, il faut que je travaille un peu plus sur ce dossier comme dans d'autres ». C'était les verges chrétiennes mélangées à l'autocritique stalinienne et à la confession maoïste. Vous croyez vraiment que cet homme va se dresser contre Mélenchon en 2027 ? Et même, s'il y arrive, vous l'imaginez en face de Poutine, Ruffin ? Non, écoutez, c'est pas très sérieux. Quand Clémentine Autain, on ne sait pas très bien où elle se situe. N'oubliez pas qu'en politique, alors là, je suis d'accord avec vous, c'est bien au-delà du cas de M. Mélenchon et de la France Insoumise, mais les questions de boutique tiennent beaucoup. Hein. Au moment des élections, les principes passent avant tout ce qu'on peut faire pour essayer de gagner ou de garder son siège. Donc, monsieur Ruffin, Madame Autain, ils savent très bien quoi dire et quoi ne pas quoi dire. Et plus on va approcher des prochaines élections législatives, et moins vous les entendrez, et moins il y aura de dissidence. Et moi, je vous dis droit dans les yeux que M. Mélenchon sera évidemment le prochain candidat de la France Insoumise. Et que tout le faux suspense qu'il organise, qu'il fomente autour de sa candidature, c'est du pipeau. Alors, un point important du livre, et qui fait écho à l'actualité, c'est la question de l'antisémitisme. Vous en parlez tout au long du livre. On ne va pas refaire l'histoire récente et les débats qui animent la société. Pour vous, c'est incontestable que la France insoumise tient un discours antisémite. Je m'explique. Est-ce qu'il ne flirte pas avec les limites ? C'est-à-dire une espèce de flou et voilà, qui les protégerait de poursuites pour toujours faire une petite pirouette en disant non mais on n'a pas dit ça, on est plus nuancé que ça. Pour vous, c'est clair, net, précis comme de l'eau de roche. On pourrait intenter une action en justice pour antisémitisme contre ces gens-là. J'observe déjà que Mathilde Panot, c'est la chef des députés LFI à l'Assemblée, et Rima Hassan ont été convoqués par la justice pour apologie du terrorisme. Ça n'en fait pas des coupables, je vous dis que ça va quand même dans le sens de quand même quelque chose d'extrêmement douteux. Quand vous mettez en avant sur les affiches et dans les débats Madame Rima Hassan, comme je le disais tout à l'heure, qui est une activiste pro-palestinienne, qui, dans une campagne pour les européennes, ne vous parle jamais d'Europe, mais de manière obsessionnelle d'Israël et de Gaza, qui, sur les affiches, recouvre de rouge toute la région, c'est-à-dire, en effet, elle représente la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire la disparition d'Israël. Écoutez, je trouve que ça commence à faire beaucoup.
Rima Hassan, c'est la véritable tête de liste, c'est même la tête de gondole de la France Insoumise. La malheureuse Manon Aubry, elle fait de la figuration, elle en est réduite à faire des déclarations d'amour à M. Jean-Luc Mélenchon de temps en temps. La dernière fois, elle a dit, vous savez, il y a énormément de pays qui voudraient avoir Jean-Luc Mélenchon. Ben, moi, qu'à cela ne tienne. Hein. Franchement, s'ils le veulent tant que ça, on est prêt à leur faire des prix d'amis. Hein. Même un euro symbolique, bon, ça ne me dérangerait pas. Ensuite... En effet, la grande question, je ne la tranche pas totalement dans ce livre, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon est authentiquement antisémite ou est-ce qu'il fait de l'antisémitisme de manière cynique un ressort électoral, une manière d'aller à la conquête du pouvoir, mais qu'au fond, il ne le pense pas totalement. Alors, ça peut se mélanger dans la tête de quelqu'un. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne tiens pas à faire une expertise de M. Mélenchon. J'observe juste quelque chose de très troublant, ça aussi c'est très vérifiable. À ma connaissance, M. Mélenchon est le seul homme politique français qui a joué de 4 types d'antisémitisme différents, ce que j'appelle un bouquet, dans mon livre, ce que j'appelle un bouquet de fleurs vénéneuses. Alors les 2 plus classiques, c'est effectivement l'antisémitisme, disons, dans la veine islamiste. Comme ces gens-là sont élevés avec l'antisémitisme, avec le lait de leur mère, c'est pas très surprenant. Donc ils jouent un peu avec les limites en parlant de manière assez ambiguë de la Palestine et d'autres thèmes de ce genre auprès de ce public. Il y a aussi, tout l'antisémitisme, là aussi un peu classique, qui est de toujours rapprocher les juifs de la banque, les juifs c'est la finance, etc. On fait des petites allusions plus ou moins subtiles aux banquiers. Et puis là, il y a 2 autres formes là, qui sont pour moi les plus troublantes. Dans une interview radiophonique, il a quand même, sur France Inter, qui décidément recueille des paroles très intéressantes de la part de la France Insoumise, ils ont bien de la chance. Moi, ça fait 6 ans que j'ai été invité sur aucun média public, donc apparemment, il y aurait un 2 poids 2 mesures. Il a quand même réactivé le vieux cliché du peuple déicide. Alors là, vous voyez, les Juifs qui ont tué le Christ, moi je pensais que ce vieux cliché était réservé vraiment à des arrière-cours un peu rances du catholicisme le plus attardé. Je croyais qu'on ne disait plus ça depuis 150 ans. Ben, M. Mélenchon, de manière très spontanée, a sorti ce cliché. Et puis le dernier, qui est peut-être le plus surprenant, c'est qu'en parlant de la créolisation et de mon ami Éric Zemmour, il a dit « mais ça ne m'étonne pas qu'Éric Zemmour soit hostile à la créolisation, ça c'est un truc très juif en fait, chez ces gens-là, les juifs, donc on ne veut pas s'assimiler au reste de l'humanité, se mélanger ». Ça, c'est la thèse de l'antisémitisme de Drummond au XIXe siècle. En fait, les juifs sont un corps étranger, ils ne pourront jamais être assimilés à la France. Le XIXe, là, on est au XXIe siècle. Entre le XIXe et le XXIe siècle, il s'est passé des petits événements. Il y en a un qui s'appelle la Shoah. Eh bien, chez cet homme, malgré tout cet arrière-plan historique, il en arrive à réactiver le vieux cliché anti-Dreyfusard à la Drummond du juif corps étranger dans la France. Écoutez, moi j'ai énuméré pas mal de faits. J'ai reçu une éducation un peu traditionnelle. J'ai tendance à estimer que 2 + 2 = 4 en matière d'antisémitisme comme en d'autres. Donc écoutez, je trouve qu'il y a énormément de faits suffisants pour dire je ne sonde pas leur cœur, je ne sonde pas leur rein, je n'y tiens pas, mais qu'ils tiennent sans aucune contestation possible un discours antisémite et que pour certains, ils le sont. Sur la question de la guerre actuelle en Palestine, est-ce que vous considérez qu'on peut remettre en cause la politique de Benyamin Netanyahou sans être antisémite? C'est ce que fait la moitié d'Israël, si j'ai bien compris. On peut tout à fait contester la politique d'Israël, évidemment. On peut tout à fait estimer que la place de M. Netanyahou est plus en prison qu'à la tête du gouvernement israélien. C'est une opinion partagée par beaucoup d'Israéliens. Je dis juste une chose, c'est que le 7 octobre, les gens ne se divisaient pas entre droite
et gauche, entre juifs et goy, les gens se divisaient entre l'humanité ou l'inhumanité. Et quand le premier réflexe de la France insoumise, par des voix éminentes, est de vous décrire des éventreurs de femmes enceintes et des égorgeurs d'enfants comme un mouvement de résistance, je dis que ce jour-là, ils ont choisi le camp de l'inhumanité. Il nous reste 5 petites minutes, après on passera aux questions. Je voulais juste qu'on aborde la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fonctionnement interne, donc sans transition avec le sujet autrement plus grave qu'on vient d'évoquer. Donc ce goût pour le petit comité, le totalitarisme, comme vous dites, ça se passe comment en interne à LFI? Il n'y a pas de décision démocratique? Non, il n'y a absolument aucune forme de démocratie interne. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon estime que la France n'est jamais assez démocrate, mais que son parti est toujours trop démocrate. C'est une contradiction intéressante, je trouve. Non, écoutez, en réalité, Jean-Luc Mélenchon a fait toute sa carrière dans le Parti socialiste. Donc il a vu que c'était très compliqué d'arriver au pouvoir dans un parti qui respecte plus ou moins, d'ailleurs, les procédures démocratiques. Il faut jouer avec les courants, il faut conquérir une majorité, c'est toujours assez compliqué. Donc il a décidé de se passer de tout ça, en réalité. De créer un parti à sa main, avec des obligés. Et parmi ces obligés, d'ailleurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il procède de temps à autre à des purges. D'ailleurs, Garrido, Corbière ont été purgés, Ruffin, Autain. Il y en a eu d'autres, hein, d'autres avant. Donc en fait... Guénolé, Kuzmanovic. Guénolé, évidemment, oui, absolument. Tous ceux qui étaient de sa sensibilité, mais pas assez, quoi. Et tous ceux qui risquaient un peu de lui faire de l'ombre. Donc en réalité, c'est les vieilles techniques trotsko-staliniennes. Vous connaissez leur devise, le parti se renforce en s'épurant. Donc en réalité, voilà, ces gens-là viennent de ça. Monsieur Mélenchon est un trotskiste. Monsieur Trotsky n'était quand même pas un parangon de démocratie. Et maintenant, il a viré stalinien. Et on ne peut pas dire que Staline non plus était un parangon de démocratie. Il faut quand même savoir... J'ai envie de résumer en disant, dis-moi qui tu admires, je te dirai qui tu es. En fait, ils s'en foutent complètement des questions de démocratie interne, de débat interne. Seul compte qu'un parti soit entièrement à sa main, entièrement dédié à sa conquête du pouvoir. Le reste ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, il y a même parfois ça prend même des formes comiques. Il y a un responsable de la France Insoumise qui a été très très surpris d'apprendre un jour qu'il avait été nommé à certaines fonctions, depuis un bon moment d'ailleurs, parce que personne ne l'en avait informé. D'ailleurs que M. Mélenchon, Mme Chikirou, Panot s'étaient réunis entre eux et disaient « Ah bah tiens, machin, maintenant il est comme ça ». C'était Quatennens, non? Si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était Quatennens. Oui, je crois que c'était Quatennens. Coordinateur, voilà, coordinateur. Il ne savait pas. Coordinateur, ouais. Il ne savait pas parce que simplement, il n'y a pas de réunion, donc tout se passe dans la cuisine. Voilà. Après, il y a un dernier point, puisque vous avez évoqué le cas de Sofia Chikirou. C'est intéressant parce que c'est là aussi le double discours, ou plutôt le décalage entre son comportement personnel et ses discours. Par exemple, M. Mélenchon est tout le temps en train de pourfendre le grand capital, les riches sont trop riches, il faut taxer les riches ceci, les riches cela, les riches c'est des salauds, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Madame Chikirou est la compagne de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça n'a pas été très simple de lui faire admettre la chose, parce que vous savez, le fameux jour de la perquisition, ils n'ont pas seulement perquisitionné la permanence de la France Insoumise, mais le domicile personnel de M. Mélenchon. Et là, ceux qui menaient la perquisition ont eu l'étrange surprise de tomber sur Sofia Chikirou au milieu du couloir en petite culotte. Et M. Mélenchon a dit « Mais c'est pas du tout ce que vous pensez. Parce qu'on pensait un peu tous à la même chose, il faut bien le dire. C'est une militante qui avait raté le dernier métro, donc j'étais obligé de lui accorder l'hospitalité, ce qui est vraiment un principe de gauche. Là, vraiment, je le soutiens. Je le soutiens. Ne pas laisser une femme à la rue, surtout en petite culotte, en pleine nuit à Paris, c'est très imprudent. Bon, alors pour finir,
il a bien fini par admettre qu'il y avait une relation. D'ailleurs, ils ont entièrement le droit. Hein, ça, c'est vraiment leur vie privée. En revanche, là où ça ne va pas, c'est que Sofia Chikirou était à la fois la directrice de campagne et la prestataire de service de la France Insoumise. Donc, Chikirou passait des commandes à Sofia. Sofia acceptait la commande de Chikirou et tout le chiffre d'affaires de Sofia venait des commandes de Chikirou, 97% de la société de Sofia Chikirou. Alors, comme en plus ils sont en couple, moi je trouve qu'il y a un petit problème. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, la justice est en train d'enquêter. D'ailleurs, une grande discrétion. Hein. Par exemple, l'affaire Fillon, on suivait ça minute par minute, mais là, il y a une discrétion de la presse que je trouve admirable. Hein. Vraiment, le secret de l'instruction est revenu en France. C'est une bonne nouvelle. Donc en fait... c'est ce double discours qui est pénible, cette posture de gauche et puis dans la vie mélanger les affaires de cœur et les affaires d'argent, en appeler à la démocratie et ne pas la respecter, mais alors du tout dans le cadre du parti qu'on a créé, etc., etc. Donc ça c'est pénible. Je ne demande pas d'en revenir à une gauche morale, vraiment très rigoriste, mais un peu de coïncidence quand même entre les propos et les actes, entre les principes et son comportement personnel. Il me semble que ce n'est pas trop demandé. Bien, merci beaucoup. Éric Nolot. Merci à tous, merci pour votre attention.